Écrire une biographie de Céline était particulièrement difficile. Je crois que la première difficulté vient de Céline lui-même, puisque son œuvre est autobiographique et qu'elle est à la fois exacte et totalement inexacte. Elle est exacte en ce sens qu'il y a toujours au départ un événement vrai, mais ensuite, pour les besoins du roman, puisque Céline écrivait des romans, pour les besoins donc de son œuvre, Céline a toujours déformé, grossi, grandi, transposé et généralement dramatisé les événements de son existence. Donc l'œuvre de Céline est un outil merveilleux, c'est une mine de renseignements, mais on doit également s'en méfier. Ce sont des renseignements qui sont au départ vrais, mais finalement inexacts. Alors c'est peut-être l'une des principales difficultés. Il faut ajouter à cela que Céline avait à peu près fait tout ce qu'il pouvait pour brouiller les pistes, même dans ses correspondances et même dans ses conversations, pour que l'on ne sache pas exactement ce qu'avait été son existence. Bien. Il faut ajouter encore que les témoins de Céline sont très rarement objectifs. En ce sens que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a bien connu Céline, ou il le déteste, ou il l'adore. Alors que manifestement, la vérité se situe à peu près à mi-chemin entre ce que disent les uns et les autres. Bien, alors, seconde question, pas moyen d'y échapper, c'est un peu surpris. Pourquoi le tome 3 avant tome 2 ? Oui, c'est la question que tout le monde me pose. Parce que, tout simplement, mes recherches sur la fin de la vie de Céline étaient plus avancées que sur la période allant de 1932 à 1944. La réponse est très simple. J'étais donc plus avancé, j'étais prêt à écrire cette partie, alors que ma documentation n'était pas tout à fait réunie pour la partie centrale de sa vie. Et j'ajoute à cela que, revenant d'Allemagne avec Lucette Détouche, j'avais bien en tête les événements de la fin de la guerre et j'ai commencé par écrire cela, pensant écrire ensuite la période 32-44. Voilà, c'est à la fois les circonstances qui ont voulu cela et puis ensuite le fait que tout de même ma documentation était plus avancée pour la troisième partie que pour la seconde. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi Céline tenait-il absolument à aller au Danemark plutôt que dans un autre pays ? C'est très simple parce que, d'abord, le Danemark était un pays neutre, au même titre que la Suisse ou l'Espagne. Il y avait assez peu de refuges en Europe à la fin de la dernière guerre. Ensuite, parce qu'il aimait beaucoup Copenhague, où il avait été souvent. Il avait également beaucoup d'amis au Danemark et s'ajoute évidemment une circonstance importante, il avait là-bas des ressources financières importantes puisqu'il avait placé son or dans une banque à Copenhague, ceci juste avant la guerre. Il avait donc beaucoup de bonnes raisons d'aller au Danemark. Le Danemark était du reste a priori un bon choix. Alors il y a cette fameuse question de l'or au Danemark, vous l'abordez dans votre livre. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer ? Est-ce que Céline a-t-il, oui ou non, été floué dans l'histoire, volé, pour employer un autre mot ? On n'éclaircira sans doute jamais complètement cette question. Je crois que Céline, de bonne foi, a pensé qu'il avait été volé, ou en tout cas que les comptes qui lui ont été présentés étaient inexacts. Et il a rendu deux personnes responsables, Karen Marie Jensen, et un peu plus tard son avocat, maître Mikkelsen. Bien. Vous dites aussi dans votre livre qu'il avait aussi des possibilités d'aller en Espagne. Qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était rendu dans ce pays plutôt qu'au Danemark ? Est-ce que son sort aurait été plus enviable ? Je pense qu'en Espagne, il n'aurait pas été incarcéré et il ne risquait pas non plus l'extradition. Car les Espagnols ont accueilli
avec beaucoup de facilité les gens qui étaient recherchés par la justice française et qui n'avaient pas commis des crimes de collaboration. Et Céline, en Espagne, aurait été reçue par des amis. Il avait pas mal d'amis espagnols qui l'avaient invité. Et je dois dire que Madame Destouches était favorable à un départ en Espagne plutôt qu'au Danemark. Elle l'a beaucoup poussé à partir en Espagne et il a refusé. Il était sans doute obnubilé par la présence de son trésor au Danemark. Mais je pense que l'Espagne aurait été un meilleur lieu de refuge. Alors qu'est-ce qu'on avait précisément à reprocher à Céline? Contrairement à ce qu'on croit généralement, ce n'est pas le fameux article 75 qui était en question, mais autre chose. Oui, on lui a finalement reproché des actes de nature à nuire à la défense nationale, ce qui est une inculpation à la fois vaste et imprécise dans laquelle on peut finalement mettre un peu n'importe quoi. En réalité, Céline a rencontré des Allemands pendant la guerre. Il est allé à l'Institut allemand qui était dirigé par son ami Karl Epting, mais ça ne constituait pas un motif pour le renvoyer ni devant une cour de justice, ni devant une juridiction quelconque, car il aurait fallu renvoyer beaucoup de gens devant les cours de justice, car de nombreux écrivains, de très nombreux artistes ont fréquenté l'Institut allemand sans faire l'objet de poursuites après la guerre. On lui a reproché également d'être parti en Allemagne, mais le principal reproche était finalement d'avoir publié à nouveau pendant la guerre L'école des cadavres et Bagatelle pour un massacre. Je pense pour ma part que c'est ça le grief principal que l'on a retenu contre lui. Il avait également écrit, non pas des articles, mais des lettres aux journaux qui ont été publiées et qu'il a laissé publier. Ceci était un grief assez secondaire. On lui a également reproché les beaux draps, publiés, comme vous le savez, en 1941. Voilà l'essentiel des accusations portées contre lui. On l'avait soupçonné d'être allé en Allemagne en 1942, mais on n'en avait pas la preuve, alors qu'en réalité, nous savons maintenant qu'il est allé effectivement en Allemagne avec Jean-Paul en mars 1942. Alors dans votre livre, vous révélez que l'arrestation au Danemark était un peu illégale, enfin arbitraire. Oui, elle a été, à mon avis, arbitraire, tout à fait arbitraire pour Madame Destouches, puisque elle n'était même pas visée par la demande d'extradition. Mais effectivement, on a utilisé des textes qui ne s'appliquaient pas à Céline, lequel séjournait au Danemark de la façon la plus régulière. Il faut dire évidemment que c'était une époque très troublée et que au Danemark, comme en France et comme dans toute l'Europe, il y avait à ce moment-là une véritable chasse aux anciens collaborateurs. L'ambassade de France, par ailleurs, a poussé, a invité, a demandé à titre presque amical aux autorités danoises d'incarcérer Céline, ce qui fut fait. Mais les Danois ont tout de même résisté à la demande d'extradition, puisque finalement, après des mois d'hésitation et de discussion, ils ont refusé de livrer Céline à la France. Alors vous nous révélez aussi que le procès de Céline, enfin, ce fameux procès, il y a eu des interférences politiques. Enfin, il s'est passé des choses un peu troubles, puisqu'on a confié à quelqu'un d'autre le dossier est un peu passé de main en main. On trouvait que l'un était peut-être un peu trop généreux. Interférence politique, c'est beaucoup dire. Le ministre de la Justice a, sous ses ordres, et donne des instructions aux membres des parquets et des parquets généraux. Ça n'est pas quelque chose d'illégal, c'est tout à fait normal, c'est la loi. Et les membres du parquet ne sont donc pas libres de requérir, ils reçoivent des instructions, à la différence des juges du siège qui sont totalement indépendants. Dans le cas de Céline, il est certain qu'un premier magistrat avait envisagé son renvoi devant les chambres civiques, et je pense qu'on avait peut-être même envisagé un non-lieu. Puis, comme dans toutes les affaires importantes et ayant
des incidences politiques, enfin toutes les affaires de collaboration en tout cas, les réquisitoires étaient revus par le procureur général et peut-être même par quelqu'un du ministère. Et on a estimé à ce moment-là que ce magistrat avait été trop loin dans l'indulgence. Et c'est la raison pour laquelle on a retiré le dossier à M. Seltens-Perger pour le remettre à un autre avocat général, M. Charras, avec des instructions de renvoyer Céline non pas devant la chambre civique, mais devant la cour de justice. Est-ce que vous estimez, puisque vous êtes avocat de profession, que ce M. Seltens-Perger fut réellement trop indulgent? Oh, ça, vous savez, je n'ai pas l'habitude de juger ni Céline, ni ceux qui sont intervenus dans sa vie. Moi, je ne suis dans cette affaire ni l'avocat de Céline, ni son juge. Alors, je me garde bien d'exprimer une opinion personnelle. J'essaye seulement de raconter les choses telles qu'elles se sont passées, et mon rôle se limite à cela. Bien, alors précisément, est-ce que le fait d'être avocat de profession vous a aidé à, je suppose que oui, à rédiger cette biographie, et plus spécialement le tome 3? Oui, ça m'a beaucoup aidé pour de multiples raisons. D'abord parce que, puisque je ne suis ni l'avocat ni le juge, j'examine le dossier Céline un peu comme ferait un juge d'instruction ou un enquêteur. Et la très grande habitude que j'ai des dossiers me permet justement d'examiner les pièces qui me sont soumises, de voir les témoignages et d'essayer de trouver mon chemin, un peu comme fait un juge d'instruction ou un policier chargé d'une enquête. Ça, dans ma profession, c'est un travail qui est absolument quotidien. Par ailleurs, le fait que je sois avocat m'a permis d'aborder, de connaître beaucoup de magistrats, beaucoup d'avocats qui m'ont ouvert leurs archives facilement et qui m'ont donné accès à tous les documents qu'ils avaient pu conserver. Par ailleurs, le fait que je sois avocat, je pense, rassure et donne confiance à beaucoup de gens qui détiennent des lettres et qui me les confient plus volontiers qu'à une personne qui ne me connaîtrait pas. Bien, ça tourne toujours parce que... si vous voulez bien vérifier, je t'ai pas fait un petit œil quand ça tourne, je crois que c'est 30 minutes la fin, sinon il n'y a pas de problème. Alors je vais vous poser une question un peu peut-être franche, mais bon, vous êtes aussi, et c'est ça d'ailleurs indiqué sur le dos de la couverture, vous êtes l'avocat de la veuve de Céline. Alors est-ce que vous vous êtes jamais trouvé en position un peu délicate, c'est-à-dire, bon, vous êtes avocat de la veuve de Céline et en même temps vous êtes biographe, donc vous devez faire une œuvre objective. Est-ce que ça ne vous a jamais posé de problème? Comment est-ce que vous avez ressenti cette situation? Ces activités sont tout à fait compartimentées. En ce sens que je suis d'abord l'ami de Madame Céline, je suis son avocat et je suis le biographe de son mari. Il n'y a pas d'interférence entre ces différents compartiments. Et il était bien entendu, lorsque j'ai commencé à écrire, d'abord à entreprendre des recherches, puis à écrire la biographie de Céline, que Madame Destouches n'interviendrait absolument pas et me laissait entièrement libre d'écrire la vie de son mari comme je la voyais. À ce point que Madame Destouches n'a pas vu ni le manuscrit, ni même les épreuves. Elle a pris connaissance de mon livre, du premier tome comme du troisième, au moment où le livre s'est trouvé en librairie. C'est vous dire que je suis entièrement libre et que je ne subis de ce fait aucune contrainte de la part de Madame Destouches qui me fait confiance et me laisse écrire la vie de son mari exactement comme je l'entends. Bien. Alors, justement, on vient de parler de Madame Destouches. On sait que c'est elle qui s'oppose à la réédition des pamphlets. Est-ce que vous n'estimez pas que ces pamphlets devraient être réédités, parce que ce ne sont pas seulement des œuvres de circonstance, mais ce sont aussi des œuvres littéraires, notamment Bagatelle pour un massacre, c'est beaucoup plus qu'un pamphlet politique. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il serait heureux qu'on puisse prendre, et que tout le monde puisse prendre connaissance de ces œuvres qui sont tout aussi importantes que les romans? Écoutez, la décision appartient à Madame Destouches et sa décision est formelle. Elle n'en changera pas.